Bienvenue au cycle de conférences sur les idées reçues du numérique éducatif proposé par la Trousse à Projet. Idées reçues. Maintenant, découvrez le vrai du faux sur le numérique scolaire grâce aux experts. Vrai ou faux? Le numérique fait baisser le niveau, entre parenthèses, intellectuel et scolaire des élèves, point d'exclamation. On va essayer de répondre, et d'apporter un maximum d'éléments, pour poser cette question et démystifier, cette idée reçue et pour cela, nous sommes très heureux d'accueillir Corentin Gontier, professeur des universités en psychologie du développement à l'université de Nantes et membre de l'Institut universitaire de France. Bonjour Corentin, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On parle souvent d'écran, hein, finalement, quand on traite les peurs, notamment les inquiétudes qu'ont les parents, les enseignants vis-à-vis, des jeunes et du numérique. Comment, pour la suite de notre discussion, cela enfin, vous est-ce que ça vous semble pertinent de qualifier, ces écrans ou ces objets numériques, dans la discussion? Bah, le terme d'écran est un terme qu'on n'utilise jamais dans le domaine de la recherche. On parle même rarement du numérique ou du digital dans son ensemble. On a parfois l'impression qu'il y a un genre de peur vis-à-vis des écrans en tant qu'objet. On voit parfois des parents qui s'empressent d'éloigner leurs enfants dès qu'un écran est allumé dans la pièce, quel que soit l'écran. On peut commencer peut-être par rappeler qu'il y a rien de spécifique aux écrans en tant qu'objet qui soit, délétère pour l'enfant. Il y a rien dans la technologie en elle-même qui soit dangereux. Donc il faut effectivement distinguer complètement le média dont on est en train de parler et le contenu qui est présenté dessus. C'est pas la même chose du tout de parler d'écran quand on est sur un jeu vidéo, par exemple, ou quand on parle de la télévision et c'est pas du tout non plus la même chose, de parler d'une émission télévisée qui pourrait être un documentaire ou une émission pour enfants, par exemple, que de parler d'une comédie pour adultes, d'un film ou d'un dessin animé. Donc le type de contenu va avoir des effets différents, forcément, sur la personne qui le regarde. Le bon niveau d'abstraction, c'est vraiment d'aller regarder, non pas l'impact des écrans sur l'intelligence, par exemple, mais l'impact du temps passé à regarder des émissions éducatives prévues pour la jeunesse sur le développement de l'intelligence. Dans vos études, dans vos travaux à vous, en tant que chercheur, comment vous définissez, l'intelligence? L'intelligence, c'est un concept qui est très vaste de toute façon. C'est pareil, il y a plusieurs types de tâches qu'on utilise pour mesurer l'intelligence et qu'on considère de façon un peu différenciée aussi. Mais, globalement, l'intelligence, de façon très générale, on peut dire que c'est l'aptitude à résoudre des problèmes complexes, globalement. En général, on va faire une distinction importante entre, l'intelligence qu'on appelle l'intelligence fluide et qui est la capacité à résoudre des problèmes nouveaux sur des choses plutôt abstraites. C'est à ça qu'on pense quand on pense test d'intelligence en général. Compléter des séries de figures géométriques, par exemple, ce genre de choses. Et puis l'intelligence cristallisée, d'autre part, qui est, plutôt la quantité de connaissances qu'on a réussi à engranger et notre aptitude à résoudre des problèmes en utilisant ces connaissances. Et qu'en est-il pour vous, en fait, vraiment de cette évolution de l'intelligence? Si on prend, on essaye de prendre un temps un petit peu long. Effectivement, on peut peut-être évacuer ça dès le début. Il n'y a pas de baisse de l'intelligence du tout en France. C'est quelque chose qui n'existe pas. On peut effectivement différencier complètement le sujet baisse de l'intelligence et le sujet baisse du niveau scolaire, qui sont 2 choses différentes. Pour ce qui est de l'intelligence, pour commencer par ça, sur le plan vraiment cognitif, le plan des aptitudes cognitives, le plan du fonctionnement du cerveau, le plan des aptitudes, des performances des gens dans les tâches d'intelligence, il y a aucune évolution en moyenne en France aujourd'hui, ni positive ni négative. Il y a une confusion vraiment, dans le discours, à destination du grand public sur les évolutions de l'intelligence. Ce qui est vrai, c'est que pendant la plus grande partie du XXe siècle, l'intelligence moyenne avait tendance à augmenter de génération en génération. En tout cas, la performance d'intelligence avait tendance à augmenter. Donc à chaque génération successive, pendant la plus grande partie du XXe siècle, les enfants faisaient en moyenne un petit peu mieux que leurs parents sur les tests d'intelligence. C'est ce qu'on appelle l'effet Flynn et c'est un effet qui, dans les pays dits développés, est à peu près interrompu aujourd'hui. Ouais et vous Ouais, expliquez que ces allez-y. gains, d'intelligence, notamment au XXe siècle, étaient largement dus à l'amélioration de l'alimentation, d'une part, et la massification de l'éducation et l'amélioration de l'éducation, d'autre part, c'est ça? Ouais, c'est les 2 principaux facteurs, c'est ça. Et de la même façon, si cet effet d'augmentation de l'intelligence s'est ralenti, voire interrompu, c'est parce que les conditions environnementales ont arrêté de s'améliorer énormément comme elles l'ont fait pendant la plus grande partie du XXe siècle. Qu'il puisse y avoir une baisse du niveau scolaire, peut-être dans certaines disciplines, pourquoi pas. C'est moins mon domaine d'expertise, mais si c'est le cas, s'il y a une baisse dans certaines disciplines, on a la certitude que ce n'est pas dû à une baisse
cognitive, à une baisse du niveau d'aptitude cognitive des élèves. En aucun cas. Les élèves d'aujourd'hui sont tout aussi intelligents que les élèves d'il y a 30 ans et ils sont nettement plus intelligents en moyenne, en tout cas, ils ont de meilleures performances intellectuelles que les élèves d'il y a, 90 ans, par exemple. Pour le déclin de l'intelligence lui-même, c'est un sujet qui a été très médiatisé. On se souvient, il y a quelques années, qu'il y a eu le documentaire, «Demain tous crétins», sur Arte qui a été très très diffusé auprès du grand public. Il y a eu plusieurs livres à succès aussi sur le sujet. Il y a effectivement une recherche qui a dit que l'intelligence baissait en France. C'est donc tout part de là. Il y a une seule recherche qui a porté sur un échantillon de 79 personnes, ce qui est un peu léger peut-être pour, dire que l'intelligence s'effondre en France. Recherche, qui dit que les scores, d'intelligence ont baissé entre, 1999 et 2009 en France. Mais en fait, quand on regarde, vraiment de près les résultats de cette recherche, ce qui a baissé entre 99 et 2009 en France, c'est les scores d'intelligence cristallisée, donc vous vous souvenez l'aptitude à faire usage de ses connaissances, sur des questions prévues en 1999 quand on les reteste en 2009. C'est-à-dire que ce que disait cette recherche, c'est quand on réutilise en 2009 des questions de 1999, les gens réussissent moins bien. On peut peut-être, très brièvement dire aussi que l'étude en question, qui est celle qui a servi de base au documentaire d'Arte et à toute la médiatisation dans le grand public, a été faite à charge par 2 chercheurs, dont un chercheur en théologie, et que les explications qu'ils invoquent pour dire, «Vous voyez, c'est très grave, l'intelligence baisse en France», sont, probablement parce qu'il y a beaucoup d'immigration et les gens d'autres pays, ils sont génétiquement moins intelligents, ou probablement parce qu'il y a beaucoup de femmes en France et les femmes sont génétiquement moins intelligentes. Donc on voit Mmh. qu'il y a un agenda politique qui est pas neutre du tout, quand ils essayent de faire passer cette idée d'un déclin de l'intelligence. C'est un sujet qui est facile pour servir de base à une panique morale. Si l'intelligence s'effondre, c'est horrible, il faut faire quelque chose tout de suite. Donc, il faut trouver des coupables. Alors pourquoi le numérique spécifiquement? Je crois que ça participe juste d'un mouvement global de diabolisation des nouvelles technologies, tout simplement. Si Mmh. on reprend un petit peu l'histoire des paniques morales, il y a eu une panique morale sur le train, avec l'idée que les gens allaient tomber très malades à cause du train parce qu'on se déplace trop vite et les images qui défilent rapidement sur la rétine vont abîmer les yeux. Il y a eu une panique, morale sur les Walkman, à l'époque où c'était la mode. Une panique morale sur les flippers, au début du XXe siècle, quand des flippers ont commencé à être installés dans les bars. Il y a une panique morale sur le numérique aujourd'hui. Je ne crois pas qu'il faille Mmh. chercher beaucoup plus loin honnêtement que sur la facilité politique de récupérer des nouvelles technologies pour en faire des boucs émissaires. Il y a eu beaucoup d'études, vous l'avez dit, sur la télévision et sur les jeux vidéo, qui ont des études qui ont porté sur un certain nombre d'effets, sur le cerveau, qu'ont donné ces études? Sur sur la télévision pour commencer peut-être, les effets sont négligeables de toute façon. Il y a très peu d'effets de la télévision dans un sens ou dans l'autre. On peut trouver des petits effets positifs ou des petits liens négatifs avec la performance d'une étude à l'autre, c'est assez variable, mais ce sont toujours des effets qui sont extrêmement petits. La télévision a très peu d'impact sur les fonctions intellectuelles supérieures globalement. Sur l'intelligence, il y a rien ou quasiment rien. Sur l'attention, pratiquement rien aussi. On trouve parfois des petits liens négatifs avec l'attention, mais c'est très compliqué de savoir si c'est parce que la télévision, le fait de regarder la télévision dégrade l'attention, ou bien si c'est que les enfants qui ont tendance à être pas très attentifs se tournent plus vers la télévision en tant que loisir. Donc des effets qui sont très petits et dont on n'est jamais sûr de savoir vraiment si c'est la télévision qui est la cause du problème ou si c'est le problème qui est la cause du fait de regarder la télévision. Il y a des petits effets bénéfiques, en particulier pour les programmes, éducatifs qui sont avérés. C'est d'autant plus vrai que la télévision est regardée et co-regardée avec les parents, qu'il y a un étayage de la part des parents. La télévision et les enfants sont, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ont tendance à être assez actifs devant la télévision. C'est-à-dire que c'est pas, quelque chose d'hypnotique où ils resteraient assis devant et où leur cerveau s'éteindrait pendant toute la durée du visionnage. Les enfants ont tendance à sélectionner les contenus qu'ils ont envie de voir et quand ils les regardent, ils font des hypothèses. Ils essayent d'anticiper ce qui va se passer, ils essayent de décider qui est le gentil et qui est le méchant. Ils se posent des questions sur les situations en cours, sur ce que signifient des mots de vocabulaire qu'ils connaissent pas forcément. Donc c'est quelque chose qui peut rendre les enfants assez actifs. Évidemment, ça dépend là encore du type de programme et ça dépend de l'âge de l'enfant. Et donc ce travail d'apprentissage de mots de vocabulaire, de formation d'hypothèses, de compréhension, de jugement moral, c'est quelque chose qui évidemment va être d'autant plus utile et efficace pour les enfants qu'il est accompagné et étayé par un adulte. Et qu'en est-il donc des jeux vidéo, hein, un sujet qui revient pas mal dans l'actualité? Les jeux vidéo, alors sur le plan cognitif, les seuls effets vraiment avérés des jeux vidéo sont positifs. C'est-à-dire que le fait de jouer à des jeux vidéo a tendance à plutôt développer les compétences attentionnelles, développer le fait d'arriver à bien se repérer dans l'espace aussi.
il y a des effets microscopiques sur l'intelligence qui sont vraiment négligeables. Ce sont tous des effets qui sont petits de toute façon, hein. Je ne suis Mmh. pas en train de dire qu'il faut faire jouer ses enfants à des jeux vidéo. Là, le bénéfice est de toute façon très faible, mais ce sont des bénéfices en moyenne. Sur le plan de la socialisation, bah, là encore, ça dépend beaucoup des jeux vidéo. Il y a beaucoup Ça, d'enfants qui j'allais sont demander, très investis dans des ouais. jeux vidéo, très sociaux, en ligne, Mmh. dans lesquels ils jouent avec d'autres gens, avec d'autres enfants. Donc ça peut être un vecteur de socialisation en réalité. Est-ce qu'il y a des études sur les réseaux sociaux qu'il vous semble intéressant de partager? Et sinon, que pensez-vous du cas TikTok? Peut-être sans forcément, se référer à des sources scientifiques, mais donner votre avis sur, ce cas précis, qui en ce moment fait quand même pas mal, parler de lui. Des études sur, les réseaux sociaux et l'intelligence, la mémoire, la concentration, les aptitudes cognitives en général, ça existe pas, je pense. Je ne Mmh. crois pas que quelqu'un ait fait ça. Hem, les réseaux sociaux, c'est un vecteur de socialisation comme un autre. Après, c'est vrai des réseaux sociaux comme c'est vrai des autres outils numériques qu'on a évoqués. L'impact peut être positif ou négatif selon l'usage qu'on en fait. C'est toujours une question de type de contenu en réalité. Donc c'est vrai pour les émissions télévisées comme c'est vrai pour TikTok. Un jeune qui est producteur de contenu sur TikTok et qui passe, des heures à réfléchir à ce qu'il va raconter, c'est plutôt positif sur le principe. Un jeune qui passe, des heures à faire du doom scrolling, et à regarder des contenus négatifs, il y a des TikTok avec des choses très délétères autour du suicide, des choses comme ça, par exemple. Évidemment, on peut attendre un impact plutôt négatif sur sa santé mentale. Donc c'est vraiment, comme toujours, une histoire de contenu.